Mais cette ouverture d'esprit est intéressante. Et vous verrez qu'elle peut vous permettre d'aborder beaucoup de sujets avec, je dirais, une force ou en tout cas avec des moyens pour résoudre les problèmes. La caméra. Parfait. Patrick Bardou, bonjour. Bonjour. Merci de nous inviter du coup aux éditions Parenthèses. Nous sommes à Marseille pour l'association du bouquin, dans un cadre d'interview dans lequel on se renseigne sur des personnes diplômées d'architecture ou du monde de l'architecture, hors de la voie de l'agence d'architecture. Donc pour commencer, tout d'abord merci. Et est-ce que vous pourriez vous présenter un peu, comment vous présenteriez-vous ? Comment je me présenterai ? Tout simplement, je suis né à Marseille, il y a bientôt 70 ans. C'est une ville que j'aime beaucoup, que je quitte, j'ai quitté souvent pour des voyages, mais vers laquelle je reviens toujours, et dans laquelle je continue d'habiter, qui m'agace et qui me plaît en même temps. Voilà, c'est un peu le paradoxe de Marseille et de l'affection que les Marseillais ont pour leur ville. Dans cette ville, il y a un objet architectural que personne ne peut ignorer, c'est ce qu'on appelait la maison du Fada. C'est l'unité d'habitation de Corbusier. Donc depuis que je suis petit, je sais qu'un architecte a fait un bâtiment un jour qui a rendu fou les gens qui y habitaient. Et donc, rapidement, je m'y suis intéressé. Je me souviens que la première fois que je me suis vraiment penché sur le truc, c'est au lycée, en 4e, où on nous avait demandé de faire une sorte d'exposé avec un autre copain de la classe. Et on avait tous les deux choisi de traiter le Corbusier, donc ses idées, comme on peut le faire quand on a 12 ans, et de parler aussi de ce bâtiment. Donc c'est ce qu'on avait fait. Et je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'architecture. Cet intérêt a changé au fil de ma vie. Il y a eu des moments où je me suis dit que, surtout après 68, que peut-être en construisant des bâtiments différents et en faisant des villes différentes, on pouvait changer le monde. Donc il y a eu un peu de ça. Puis après, ça s'est calmé. Ça a été simplement l'intérêt de réaliser des objets, des grands objets, de se confronter aussi avec la matière, avec les gens qui travaillent sur des chantiers. Donc, voilà. Donc je pense que l'intérêt pour l'architecture remonte à cette époque-là, et grâce à Le Corbusier, qui a quand même, je pense, marqué pas mal de Marseillais. Et dans cette sensibilité, il y a aussi votre père qui était très sensible à l'art, si je me trompe. Ah oui. Avec oui. certains disques de musique. Ah oui, ça oui. Mais ça, alors la musique c'est un autre domaine. J'aurais peut-être aimé en faire aussi un métier, mais ça n'a pas été le cas. Il aurait fallu commencer jeune, plus jeune que l'architecture, se mettre au piano ou à un instrument et continuer. Mais c'est vrai que j'adore la musique, mais qui est très proche aussi de l'architecture parce que c'est une manière de créer des espaces, en tout cas dans ce monde. Virtuellement, de créer des espaces avec la musique, comme l'architecte imagine des espaces dans sa tête. Donc, c'est vrai que la musique a beaucoup compté, continue de beaucoup compter. Mon associé, qui n'est pas là aujourd'hui, est musicien. On a toujours beaucoup échangé sur la musique, ce qu'on écoutait, et la musique est omniprésente quand nous travaillons ici. C'est très fréquent. Bon là, c'est pas le cas puisque vous m'enregistrez, mais sinon il y a toujours un fond musical dans les éditions. Et si vous veniez souvent, vous vous rendriez compte que les musiques changent en fonction
de l'intensité des emmerdements que l'on a à surmonter, ou si on est au contraire dans une période après la sortie d'un livre où les choses s'apaisent. Excellent. Comment tu peux avoir en atelier d'architecture, quoi. C'est assez semblable. Du coup, vous avez cité votre associé, du coup, Varoujan Azurmanian. Oui. Du coup, que vous avez rencontré pendant vos études d'architecture, sauf erreur de ma part. Oui. C'est du coup quelqu'un avec qui vous avez fondé la maison d'édition C'est exact, oui. en sortant de vos études d'architecture. Ah, on était encore étudiants. Ah, vous étiez encore étudiant? Ah, on était encore étudiants. Ok, Ouais. c'est ce moment de la création de la maison d'édition, c'est quelque chose d'assez particulier. Sauf erreur de ma part, ça part à l'origine d'un voyage. Exact, oui, ça part d'un voyage. Mais alors, donc, avec mon associé et ami, on a une complicité intellectuelle depuis 1972-71. Donc, quand on est rentré en 70 à l'école, on a commencé, à l'époque, j'imagine que c'est pareil aujourd'hui, on nous obligeait à partir de la 3e année à réaliser des projets à plusieurs. Donc on formait des petites équipes par affinité et on devait mener des projets théoriques à plusieurs. Donc à partir de ce moment-là, on rapidement on se met avec des gens avec qui on partage une sensibilité ou des idées ou une façon d'être. On a des affinités aussi avec certains profs, pas avec d'autres. Enfin bref, donc dès 1972, on a commencé à faire des projets ensemble pour l'école. Puis après, en dehors de l'école aussi, on s'est beaucoup intéressé, documenté sur l'énergie solaire, les maisons solaires, d'autres modes de construction, que ce soit la terre, mais aussi à l'époque, on était très intéressé par les structures gonflables, sur l'architecture tendue comme le faisait Fray Otto. Voilà, il y avait d'autres manières de couvrir des espaces que de mettre des poutres en béton et tout ça. Donc on a petits étudiants que nous étions, nous sommes allés chercher des infos, alors beaucoup dans les revues étrangères, puis on s'est abonné à des revues, on a beaucoup suivi Architectural Design à l'époque, qui est une revue qui a disparu, mais qui était très très à la pointe à la fois des idées qui décapaient, des nouvelles techniques et tout ça. Et rapidement, on a vécu ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier, 73, c'est ça. Donc bon, ça a un peu secoué la société, et on a fait la queue pour avoir de l'essence, on s'est dit le monde va s'arrêter, on ne pourra plus rouler avec les voitures, tout va devenir, donc il faut développer les centrales nucléaires, on va faire tout électrique, etc., etc. Bon, nous on s'est dit, tout électrique avec les déchets et tout ça, peut-être qu'il y a d'autres moyens, et donc très vite on s'est dit, on va aller voir quand même ces maisons solaires, ça marche comment. En France, il n'y en avait pas des masses. Il y avait quelques expérimentations, mais surtout, on voyait arriver dans les revues Archi d'aujourd'hui, les revues américaines, on voyait arriver des choses qui étaient super. Donc, on s'est dit, faut aller là-bas, quoi. Faut aller voir. Et donc, on a fait le projet de faire un voyage à 4 étudiants aux États-Unis. Bon, on a fait un crochet par le Canada aussi, puis on a passé aussi du temps au Mexique pour aller voir les sites archéologiques. Et donc on est parti 6 mois à 4. On a acheté une bagnole en arrivant aux États-Unis et on a vécu dans notre voiture pendant 6 mois en circulant. Donc aux États-Unis, on est surtout beaucoup allé. On est allé voir à Boston des universités célébrissimes. On a rencontré des profs et des étudiants qui travaillaient, qui étaient à la pointe de la recherche dans ce domaine-là. Après, on est surtout allé dans le sud-ouest, au Nouveau-Mexique, Arizona, tous ces coins où là, il y avait vraiment des constructeurs, des architectes qui réalisaient des maisons en solaire magnifiques. On a fait des photos, pris des notes, rencontré les gens, on a ramené beaucoup de documentation. En revenant, nous, on a essayé de monnayer tout ça, chacun à notre façon. Donc, sur la construction de terre, on a dû faire des rapports, un petit rapport de voyage, les maisons solaires, pareil. On a dessiné,
On a commencé à faire des maquettes, on a fait d'abord des documents qui étaient photocopiés, qu'on a graffés. On nous a demandé de faire des conférences à l'école, puis une autre école, puis une association dans le sud-ouest qui s'occupait d'énergie solaire. Enfin, puis après, rapidement, les choses, comme à l'époque, c'était un peu rare et on était avide d'informations, donc on a été pas mal sollicité. De fil en aiguille, on a étoffé nos documents, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, bon, on va arrêter de les photocopier parce que il y a 80 pages, chaque fois on photocopie, on agrafe, on ne vendait pas cher, mais... Et donc on s'est dit, bon, on va imprimer ces trucs pour pouvoir non seulement les distribuer quand on fait une conférence, mais on va aller les déposer dans les librairies de Marseille. On ne cherchait pas à faire plus. Et donc, voilà, c'était l'année où on préparait notre diplôme. Et on a fait la maquette d'un livre. On arrive sur la couverture, on se dit, bon, il faut qu'on se trouve un nom d'éditeur. Ce qu'on fait là, c'est une parenthèse à l'intérieur de notre parcours d'architecte. Donc on a dit, ben, on va s'appeler parenthèse. Voilà, en plus ça a un rapport avec la typo, c'est logique, ça a du sens. Donc on a décidé comme ça, mais dans l'après-midi, on s'est dit, bon, on s'appelle parenthèse, et puis on fabrique ces deux bouquins. Ce bouquin, le premier c'était sur la Terre, on fabrique ce bouquin, on l'imprime, et puis on voit, et puis on commence à amener les bouquins, à les déposer dans des librairies, on le dépose à la Fnac Marseille, on en dépose 10, le gars nous rappelle 3 jours après, il nous dit il n'y en a plus, donc on en ramène 50, il les vend très vite, et là, il téléphone, le gars de Marseille téléphone il y avait une ou deux Fnac à Paris, une grosse Fnac, la rue de Rennes, et puis je sais plus, il y en avait une autre, je sais plus où elle était, et il leur dit, là à Marseille, il y a des jeunes, là ils ont fait un bouquin, moi j'en ai vendu 60 en quelques jours, donc vous prenez-en plusieurs centaines là-haut, parce que vous allez les vendre. Et donc la Fnac à Paris nous en a commandé 200, 300 exemplaires. Et puis ce bouquin qui était un essai, enfin voilà, on s'amusait, on savait même pas comment on allait le payer, puisqu'on n'avait pas... Donc l'imprimeur nous a dit, je vous fais 2 crédits, et après vous payez. Et donc on l'a vendu très très vite. On l'a réimprimé plusieurs fois. Tout ça avant le diplôme. Ça s'est passé en 5-6 mois. Ah oui. Donc on se dit, ben on a plein de trucs sur les maisons solaires, on va faire la même chose pour les maisons solaires. Bon, pareil, rebelote, on fait un deuxième bouquin qui se vend très bien. On a atteint 15 000 exemplaires en quelques mois. Et donc voilà comment on a mis le pied de côté de notre parcours qui était... Bon, nous, on n'a jamais... Au début, on s'est dit, bon, là, on fait ça, mais c'est pour le plaisir, c'est pour le fun. On se fait plaisir, bon, on est connu, c'est bien, on le nous, mais on va continuer à faire de l'archi. Et puis, c'est un métier, enfin, faire des livres, c'est assez excitant aussi parce que tout d'un coup, on a le pouvoir de transmettre une information, de faire découvrir quelque chose à un public. Voilà, ça nous a plu. On a continué, on a passé le diplôme, on a fait un petit peu de recherche à l'école d'archi de Marseille. Là, on avait un contrat, on a travaillé là-dessus. En même temps, on a continué à faire, on a publié un livre avec l'un de nos directeurs de thèse. Bon, on a commencé par le cercle, puis après ça a été un autre plus près. Après ça, on a traduit un livre d'un architecte américain qu'on avait rencontré aux États-Unis. Voilà, les choses se sont succédées. Si on avait pas vendu le premier livre, vous ne pourriez pas me voir aujourd'hui sans doute, parce que je serais architecte comme beaucoup d'autres. Et puis là, ça a été pour nous une voie qui s'ouvrait, sans que jamais on s'est dit on fera pas d'archi. Mais le problème, c'est que ce qu'on a fait, l'édition, ça prend beaucoup. C'est une activité comme l'architecture qui
qui ne mérite pas et ne permet pas d'être mené à la petite semaine. Donc, on s'y engage complètement. Voilà, quand on est dedans, on essaye de tenir un rythme de parution soutenu. On cherche de nouveaux auteurs et finalement la place pour l'architecture, qui est aussi une activité où il faut s'investir fortement, n'a pas eu de place. Voilà, donc on a commencé à travailler avec mon associé il y a 50 ans, ensemble. Voilà, et on se voit tous les jours régulièrement, pratiquement depuis cette époque, puisqu'il fallait monter à l'école tous les jours, donc je pense que pratiquement tous les jours on se voit depuis 50 ans. Bon, ça fait long en compagnonnage, c'est pas mal. Comme vous l'avez dit, au final, les éditions parenthèses aussi répondaient à un besoin naissant, peut-être à l'époque de littérature sur des sujets qu'on n'avait pas forcément, même au niveau de la recherche, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas forcément de grosses maisons d'édition liées à la recherche en architecture à l'époque non plus. Non, donc c'était... Ça s'est développé bien après. Tout ça s'est développé bien après. Nous, on est arrivé un peu dans un monde, si vous voulez, avant nous, il y avait Vincent Effréal qui faisait des livres d'architecture, mais il publiait les traités d'architecture classique. Bon, il avait publié aussi les écrits de Le Corbusier, mais dans l'ensemble, ce qu'ils produisaient, eux, c'était beaucoup lié à l'enseignement de l'ancienne école des Beaux-Arts. Donc, vous voyez, tous les ans, il y avait les meilleurs grands prix qui étaient publiés, ils reproduisaient chaque année les très beaux dessins des étudiants. Et nous, on est arrivé avec d'abord des sujets vulgaires, faire des maisons en terre. Bon, à l'époque, c'était cheap, quoi. C'était vraiment très très cheap. Personne n'imaginait qu'on pouvait faire des maisons en terre qui soient plus solides que des maisons en parpaing, alors que c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, on construit des immeubles de plusieurs étages en pisé, vous pouvez y aller, hein, ça résiste. D'ailleurs, par rapport à cette question de la Terre, sauf erreur de ma part encore, parmi les camarades avec qui vous avez fait votre voyage, il y avait un certain Hubert, qui a travaillé au Labo Cratère, qui en a été directeur. Qui en a été directeur, en plus. Au final, en ce moment, en tout cas, la question de la Terre, c'est un sujet qui revient grandement et qui intéresse un grand nombre de gens, donc ça a été au final très avant-gardiste comme approche que vous avez eu à l'époque. Oui, mais c'était évident. Voilà. Vous auriez eu la même approche à notre place, parce que le discours dominant était inacceptable. Voilà. C'est quand vous avez les cadres d'EDF qui vous expliquent que dorénavant, les maisons, ça fonctionnera comme ça, les gens vivront comme ça. On vous dit comment vous allez vivre. Non, et parallèlement à ça, donc vous avez à la fois ce discours-là, qui n'accepte pas d'alternative, et de l'autre côté, c'était aussi l'époque où sont sortis les premiers grands rapports sur l'évolution du climat. Donc vous aviez le Club de Rome qui réunissait des scientifiques et des politiques qui tiraient quand même la sonnette d'alarme. Vous avez eu le bouquin Les limites de la croissance aussi, qui était une enquête très sérieuse faite par des chercheurs américains du MIT, et qui annonçait ce qui allait se passer si on ne changeait pas de braquet et si on ne changeait pas de mode de vie. Donc, bon, il a fallu, on a laissé passer le temps. Là, on voit que ça s'approche de plus en plus. Ça commence à inquiéter beaucoup de monde. Mais pour nous, c'était évident que ce que disaient les scientifiques, c'était pas des conneries. Ils disaient pas ça pour nous faire peur. C'était que vraiment il y avait un problème. Voilà. Donc il y a aucun honneur à avoir suivi, à avoir pensé ce qu'on a pensé. Le regret que l'on peut avoir pour nous, c'est que si on n'avait pas fait de l'édition et si on avait fait de l'architecture avec ces idées-là, on aurait fait bouger sans doute le projet et l'architecture, parce qu'on se serait vraiment intéressé à la terre comme un matériau noble. On aurait mis du bois, on serait revenu à des matériaux naturels, peu énergivores. Bon, mais ça on n'a pas fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Autour de cratères, vous avez des archis et des entreprises qui ont développé des tas de techniques, la terre-paille, le pisé. Donc on voit maintenant quand même qu'il y a même un marché très sérieux avec des entreprises qui sont capables de construire.
Le bois, c'est pareil. Voilà. Et, par rapport à ça, de la maison d'édition, la terre, tout ça, au niveau de la pratique de la maison d'édition, c'est-à-dire que se lancer dans un projet où, du coup, on produit des livres depuis maintenant 50 ans, dans la manière de les faire, de les penser, je sais qu'il y a un certain dialogue avec les auteurs. J'imagine qu'il y a aussi une grande part d'esthétique, enfin, de penser de la première de couverture, même de la quatrième. Ouais. Est-ce que vous y voyez des liens avec vos études passées d'architecture, ou c'est vraiment quelque chose qui maintenant vous paraît très loin? Non, il y a des liens. Il y a des liens évidents. Mais bon, il y a des liens, alors il y a plusieurs types de liens. Quand on travaille sur une maquette, bon, on est devant quand on imagine une maquette, d'abord, on imagine une maquette en fonction d'un contenu. Donc, il faut toujours, la démarche, c'est ce sujet rédigé de cette manière-là, tel qu'on nous présente, avec plus ou moins d'illustrations, qui s'adresse à quel public? Celui-là, large, étroit, scientifique, universitaire ou beaucoup plus large. Donc, une fois qu'on a une vision à la fois du contenu et de à qui on s'adresse, il y a une réflexion à faire sur comment on va mettre en forme au mieux la masse de texte, la masse d'illustrations, comment on va gérer ça pour que ça soit toujours le livre, la problématique du livre, c'est que ça soit lisible, intelligible. Donc toujours, on ne perd jamais cet objectif de nos viseurs. Nous, on est au service du contenu, donc il ne faut pas qu'on fasse des maquettes ou des organisations graphiques qui viennent perturber la lisibilité. C'est pas toujours comme ça que les graphistes professionnels agissent, qui ont plus une approche artistique, c'est-à-dire ils font un truc qui leur plaît, mais qui est pas forcément en lien avec le contenu. Nous, c'est pour ça que je parle de ça, parce que ça me paraît être en lien, enfin, parallèle à la démarche de l'architecte, c'est-à-dire que l'architecte, il a une demande, il va avoir un terrain, il a un budget, il est situé à un endroit, il y a des vues, pas des vues, le climat, bon. Donc, à une échelle beaucoup plus simple, l'éditeur, il se pose un peu les mêmes questions, c'est-à-dire qu'il doit faire une synthèse de différents matériaux, différentes problématiques. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Je suis pas en train de me lancer des fleurs. C'est plus compliqué de faire un projet d'archi, c'est plus engageant, c'est plus risqué, c'est financièrement. Nous, si on rate un livre, on le pilote, on le jette. Quand on rate un bâtiment, voilà, il reste pendant un petit moment, on va repeindre, on va dire, tiens, c'est plus des abattoirs, maintenant on va y mettre un musée de la science. Vous voyez de qui je parle. Voilà, mais ça arrive. Donc, l'éditeur a un peu la même approche de synthèse. Après, le rapport au matériau, il y a aussi un rapport au matériau, c'est-à-dire qu'on va réaliser un objet en papier qui a une vie, une odeur, voilà, tout ça aussi. Mais la composition du livre, c'est une composition plane. On se pose pas la question de qu'est-ce que ça donne. On fait pas de coupe pour voir. Alors que dans le bâtiment, il vaut mieux faire une coupe et voir les hauteurs, les vues, les machins. Là, on compose en plan avec des tracés régulateurs. On détermine assez finement la dimension des colonnes les unes par rapport aux autres. Il y a je dirais pas qu'on utilise le nombre d'or, mais je dirais qu'il y a des règles que l'on respecte, mais qui sont simples, mais qui ressemblent un peu à ce qu'on a appris à l'école. D'ailleurs, quand on était en première année, on avait des profs de dessin, expression graphique et tout ça, qui nous avaient fait faire des maquettes de revues, puis bon, j'imagine qu'on continue à apprendre à faire des rendus, c'est-à-dire à organiser, si on doit faire une planche pour un concours, il y a une manière de placer le dessin, de mettre le cartouche ou les infos. C'est quelque chose qu'on avait appris,
Mais bon, qu'on avait à peine survolé. C'est ce qui fait un peu votre unité dans vos éditions. Et la question, c'est maintenant comment vous choisissez un peu les sujets, parce que vous m'avez dit que vous avez presque une part de responsabilité vis-à-vis de l'info qui est transmise. Oui. Et comment vous choisissez, vous avez beaucoup d'ouvrages qui viennent, comment maintenant vous jugez la pertinence d'un ouvrage ou d'un autre? Ouais. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que, d'abord, on n'est pas on n'a pas une approche scientifique au sens où on est que on imagine beaucoup de choses dans ce métier. Donc on imagine qui va être notre public ou notre lectorat. On l'imagine parce que, à part quand je vais dans les écoles d'archi, où je rencontre directement des acheteurs de nos bouquins, c'est le seul moment, bon ici aussi un petit peu, mais c'est à petite échelle. Donc on a une vague idée de qui achète nos livres. Bon, on imagine très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants en architecture ou dans d'autres disciplines connexes. Il y a aussi des professionnels, mais lesquels de nos livres les uns et les autres achètent, ça c'est difficile. Donc on n'est pas dans un domaine où il y a une demande qui est comment dirais-je, exprimée. Bon, sauf les éditeurs de livres scolaires où ils ont une demande, puisque le ministère leur dit on vient de changer le programme, donc ça serait bien que vous colliez sur un nouveau manuel scolaire. Et nous, on n'est pas là-dedans. Donc, on imagine que un sujet est en ce moment très, je dirais, circule dans les médias. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire quel sujet pourrait intéresser. C'est pas toujours évident. Ensuite, on est dans la plupart du temps dans la posture de recevoir des propositions et pas de commander quelque chose à des auteurs. C'est très rare qu'on fasse des commandes, ça nous est arrivé. Ça suppose quand même qu'on ait, si on commande quelque chose, qu'on ait les moyens de financer la rédaction même, et éventuellement tout le temps qui est nécessaire pour à l'auteur pour réunir la doc, pour écrire, se documenter. Donc on est plus dans la posture de tous les jours recevoir des propositions de manuscrits qui sont souvent des travaux universitaires ou des travaux de journalistes qui aimeraient l'étoffer pour en faire un livre. Donc on voit passer des choses quelquefois où on se dit tiens, il aurait pu prendre le sujet comme ça. Et la manière qu'il a eu de le prendre, c'est peut-être pas la meilleure manière. On voit passer aussi beaucoup dans les travaux universitaires, c'est-à-dire des très gros, des thèses importantes qui sont pas rédigées comme des bouquins et sur lesquelles on nous demande est-ce que vous pensez que si je réécris, ça va intéresser quelqu'un. Donc, on est face à beaucoup de choses qui nous passent sous le nez. Quelquefois, il y a des pépites, des choses qui sont étonnantes parce que c'est très original, c'est bien vu, c'est un sujet émergent ou c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé mais qui est très fort parce que ça vient compléter d'autres bouquins ou d'autres démarches. Et donc on est surtout confronté à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous semble être important de faire, qu'est-ce qui nous semble être important d'éditer. Il y a une dimension aussi humaine, on va dire, qui est importante, c'est-à-dire quand on décide de faire un ouvrage, on passe quand même plusieurs mois en contact avec quelqu'un. S'il s'avère que c'est quelqu'un de compliqué, on évite. Si c'est quelqu'un de sympa, on a plus envie de travailler avec lui et de faire des efforts et de réécrire.
Voilà, donc il y a aussi cette dimension qui est pas négligeable. Hein. Il peut y avoir des sujets très intéressants, mais si c'est une galère de travailler avec la personne, c'est pas très encourageant. Parce que ouais, vous êtes réellement co-auteur entre guillemets du livre, c'est-à-dire que vous pouvez travailler l'iconographie, et c'est que des livres de première main que vous prenez ici à parenthèse. Donc c'est quoi le... Alors il y a ça dépend des livres. Hein. Ouais. On va dire qu'il y a toujours une part de création de l'éditeur, de tous les éditeurs. Les livres se font parce qu'il y a un éditeur qui les prend. Il y a certainement beaucoup de manuscrits qui n'ont jamais rencontré d'éditeur et qui ne sont jamais devenus des livres. Il y a beaucoup plus de manuscrits, enfin, de désir d'écrire que de livres réalisés. Donc il y a des tas d'écrits qui sont restés dans des tiroirs, dans la tête de leurs auteurs, dans les archives d'enseignants, d'universitaires. Il y en a certainement beaucoup. Donc la première part de création de l'éditeur, c'est de dire « Ok, je vais le faire, et c'est moi qui finance cette publication ». Donc ça, c'est déjà un peu créatif. Après, il nous arrive de recevoir des propositions. Alors, soit des propositions qui sont pas écrites, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'info, les compétences pour écrire sur un sujet, qui nous dit voilà, j'ai une idée de quelque chose, ça pourrait être comme ça. Donc là, on est en amont et on peut influer un petit peu sur la façon dont l'auteur va mener son sujet. On reçoit aussi beaucoup plus de choses qui sont rédigées, et l'auteur s'imagine que c'est terminé. Donc nous, quand on le regarde, on se dit non, là il faut que ça évolue. Donc là, on a aussi une part on apporte notre grain de sel parce qu'on se dit il faut que ça évolue comme ça, il faut le transformer, il faut peut-être le restructurer, le réécrire, le raccourcir. Il y a tous les niveaux d'intervention sur le texte qu'on peut imaginer. Hein. Quelquefois, on réécrit beaucoup. Quelquefois, c'est juste, non, enlever cette partie-là, c'est pas vraiment intéressant. Ou vous devriez, la conclusion, on reste sur sa fin, il faut le développer. Enfin, voilà, il y a toujours un échange, toujours. On n'est pas dans la littérature. Quoique même en littérature, les directeurs de collection des maisons de littérature font retravailler des auteurs. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un manuscrit et il a un retour et il repart peut-être pour modifier un petit peu son texte. Alors nous, encore plus. C'est exceptionnel qu'on reçoive quelque chose que l'on va prendre tel que et que l'on va imprimer tel que. Ça n'existe pas. Ça s'est produit une fois dans notre... Après, tout le temps, il y a un échange, voilà, qui est aussi tout simplement lié avec notre connaissance du lectorat, de comment ça réagit, pourquoi certains titres n'ont pas marché, d'autres titres ont marché, donc on se dit attention, là sans doute que ça peut marcher parce qu'on a peut-être, je sais pas, mais c'est pas assez accessible, on n'a pas retravaillé suffisamment le texte, ou quelquefois c'est simplement la couverture, le titre, l'argumentaire qui est en 4e de couverture, qui est pas assez appétissant et qui fait que on a perdu des lecteurs potentiels parce qu'ils ont pas percuté sur notre emballage. Donc il y a une part de création. Ne parlons pas en plus de la mise en forme, c'est-à-dire qu'on ne reçoit de temps en temps des auteurs nous envoient un projet de maquette qui peut être, les idées peuvent être intéressantes, mais même si les idées sont intéressantes, c'est jamais exploitable tel que. Donc il faut repartir de l'esquisse, de l'organisation des choses et en faire d'aboutir. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un métier, pour nous, on trouve que c'est très créatif. Et si on pouvait un jour faire l'expérience de remettre à 2 éditeurs différents qui ne se parlent pas le même manuscrit,
sans leur dire ce que fait l'autre éditeur, à mon avis, on aurait deux ouvrages très différents. Dans le format, dans la présentation, la maquette, et même sans doute aussi la manière de la réécriture. Et alors, par rapport à ça, en parlant du fait que selon la présentation, ça peut avoir une répercussion plus ou moins grande avec un public plus ou moins présent, vous avez, comme vous l'avez cité tout à l'heure, fait d'abord aussi un travail de traduction d'ouvrages que vous appréciez depuis étant plus jeune, d'auteurs que vous pensiez qui méritaient d'être traduits en français. D'une certaine manière, c'est un rôle un peu important de l'éditeur. Ça permet de créer une certaine porosité dans la barrière de la langue, où certains auteurs, on sait par exemple certains auteurs en architecture italiens ont été connus assez tard en France. C'est aussi un certain pouvoir. Oui, un certain rôle qu'a la maison d'édition et la maison des éditions en architecture. C'est oui, on peut employer le mot pouvoir, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, on a la possibilité de s'engager sur des projets qui permettent effectivement de faire connaître une pensée. Les traductions d'ouvrages, globalement, coûtent plus cher que la publication d'un texte que l'on reçoit directement dans sa langue. Tout simplement parce qu'il y a le traducteur, la rémunération du traducteur en plus. Et lorsqu'on veut vraiment faire un bon boulot, il faut ne pas lésiner sur le choix du traducteur et sa rémunération. Donc, traduire un livre, ça coûte plus cher. Voilà. Donc, nous, on l'a fait parce que il y avait des textes, il y a encore des textes, il y a plein de textes qu'on aimerait traduire parce que c'est vraiment, c'est dommage qu'on ne les ait jamais eus en français. Hein. Il y a beaucoup en architecture, c'est en art, en architecture, il y a plein de textes à traduire. Là, vous faites un tour dans notre bibliothèque derrière, on accumule les bouquins que l'on reçoit, que l'on repère, les écrits d'architectes qui ont jamais été traduits. Bon. Et on accumule, mais bon, dans le lot, on fera peut-être qu'un, parce qu'il faut choisir aussi, parce qu'on ne fait que au maximum une vingtaine de titres dans l'année, donc alors qu'on reçoit tous les jours des choses, et qu'on peut, il suffit de regarder une bibliographie d'un bouquin pour se dire, mais tiens, ça avait été traduit, ça aussi, ça. Là, vous faites votre marché là. Et on a vite fait de remplir le programme d'une ou plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est important de traduire des textes étrangers. Et on a fait quelques traductions dont on est fiers parce que on a réussi la difficulté pour la traduction, c'est de transposer dans l'univers de pensée français. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Et quand les lecteurs vous disent vraiment c'est super à lire, il y a du style, et en plus on comprend, c'est lumineux. Voilà, c'est la récompense. C'est top. D'ailleurs, est-ce que vous avez 3 ouvrages, en tout cas nous conseiller, nous étudiants, ou dans notre catalogue ou dans l'ensemble? Que ce soit le catalogue parenthèse. Oui, c'est toujours mieux. Le problème, c'est que je vais pas suffisamment en librairie pour vous parler des publications récentes des autres éditeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une production qui est assez importante, puisque ça arrive à nourrir des librairies spécialisées, comme à Paris, on a une, c'est Volume, à Lyon, il y a Archipel, où vous devez aller, j'imagine, c'est pas très loin de Saint-Étienne. Nous, on en a une qui est dans l'immeuble Corbusier. Donc, il y a quand même une production en français qui est beaucoup plus importante qu'à nos débuts, ça c'est clair. Mais je vois pas tout passer suffisamment de près pour vous dire chez les autres qu'est-ce qui me marque. J'ai repéré le travail que fait B42, je trouve ça vraiment très bien, et j'ai vu qu'ils avaient traduit récemment un bouquin que l'on avait hésité à traduire parce que il y avait un risque, c'était un gros budget, le sujet était engagé, mais pas évident, et ils l'ont fait, donc je trouve que c'est bien. Voilà.
Il y avait un éditeur aussi à Orléans qui avait publié il y a quelques années Banham en français. Ça aussi, ça faisait partie des projets qui nous paraissaient très importants, traduire Rainer Banham en français. Et bien, eux l'ont fait, ils en ont traduit 2. Voilà, chapeau, parce que c'est pas évident, quoi. Pour réussir la traduction en français de ces bouquins qui sont quand même assez importants, c'était important. Enfin, ça mérite d'être salué. Sinon, nous, dans notre catalogue, alors il y a les bouquins dont on pourrait être fier, je veux dire, qu'on est très content d'avoir publié. Bon, ça évolue après dans le temps, hein. Il y a de nombreuses années, on était très content d'avoir publié Histoire de la ville, mais qui est un livre qui est épuisé depuis pas mal de temps. Mais on a été très content de l'avoir publié parce que ça a été pour nous le premier gros livre que l'on réalisait. Donc un livre qui faisait plus de 500 pages, il y avait 1600 illustrations. Pour nous, c'est arriver à le faire, à aller jusqu'au bout, ne pas craquer, pas tout envoyer balader. Donc bon, on était très fiers de l'avoir fait. Maintenant, si on le faisait aujourd'hui, on le ferait différemment, parce qu'on a plus de métiers, on a plus d'outils aussi. Aujourd'hui, c'est différent. On est très fiers d'avoir fait, par exemple, récemment, là, le bouquin sur la carte de France, qui est un ouvrage de référence avec une maquette qui est sophistiquée je dirais, dans tous le détail, et tout ce qui a tous les niveaux de lecture qu'il y a à l'intérieur, et qui est un gros travail de plusieurs années. Moi, je reste très, connaissant Alvaro Siza, je suis très content qu'on ait publié son bouquin Imaginer l'évidence, qui est bien traduit en plus, qui est super bien traduit, qui se lit facilement, puis bon, qui colle tellement avec le personnage, la manière qu'il a de s'exprimer, de parler de son travail. Voilà. Et l'objet est bien. Les objets dont on est fier, c'est ceux que vous reprenez des années après qu'ils soient parus. Vous regardez, vous vous dites, on le referait pareil aujourd'hui. Voilà. Et puis il y en a qu'on se dit, ah non, là, c'est bête, parce que aujourd'hui on le ferait mieux, on le ferait comme ci, comme ça. En fait, on ne parle pas dans ces cas. Voilà. Bah, parfait. Si vous auriez éventuellement un conseil à donner à un étudiant en architecture maintenant qui éventuellement se pose des questions sur l'avenir, le métier, tout ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je trouve que les études, alors, je vis pas vos études d'aujourd'hui, mais si elles sont aussi ouvertes que de mon temps, sont des études qui permettent de stimuler la curiosité, d'ouvrir sur beaucoup de choses. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, ce que l'on apprend en archi, c'est d'être un peu, on apprend peut-être à manager une équipe, ou en tout cas à être un peu une sorte de chef d'orchestre. Et on sait pas tout, on peut pas tout savoir, mais les archis pourraient devenir, si Stéphane aussi, pourraient devenir ceux qui arrivent à faire la synthèse de beaucoup de métiers différents et d'un grand nombre d'informations qui arrivent de disciplines et de problématiques différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. J'espère qu'on apprend toujours à faire cette thèse-là, parce que ça vaut de l'or, quoi. Il y aura toujours des ingénieurs, des gens qui connaissent parfaitement la vie du ver de terre, là. Mais si après il n'y a pas quelqu'un qui est capable de rassembler tout ça et de dire bon, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait là sur ce truc-là, qu'est-ce qu'on décide? Donc ça c'est important, et c'est important dans les études. Ça peut permettre
d'aborder d'autres métiers ou d'autres activités où il faut faire un effort de synthèse et être réaliste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aboutir. Là, on arrête de cogiter, là, à un moment donné, on décide, parce qu'il faut réaliser, construire, faire un livre, réaliser un objet, plus ou moins grand. Donc il y a à la fois cette capacité de faire des synthèses et le plaisir du matériau ou du terrain. Ça, c'est important aussi. C'est la réalité matérielle des choses. Ça, c'est très important. Donc moi, je trouve que ce sont des études plutôt nourrissantes et inspirantes. Je suis pas à votre place, donc je sais pas. Il manque certainement des disciplines ou des intervenants où vous dites souvent, mais pourquoi on nous parle pas de ça alors qu'on nous parle de ça. Bon, nous, c'était pareil. On avait des cours de psychologie, mais en revanche, on ne nous parlait pas d'autre chose. Bon, on nous parlait de la couleur, mais bon. Enfin, bon, c'est tellement vaste aussi que. Mais cette ouverture d'esprit est intéressante. Et vous verrez qu'elle peut vous permettre d'aborder beaucoup de sujets avec, je dirais, une force ou en tout cas avec des moyens pour résoudre les problèmes. Parce que finalement, on apprend à résoudre des problèmes, à réduire les incertitudes liées à un objet, à concrétiser quelque chose. C'est important. C'est important. Voilà. Eh ben, Patrick Bardou, merci beaucoup. Et je tiens à remercier aussi du coup le service informatique de l'école d'architecture de Saint-Étienne qui nous a aidés pour le matériel. Et du coup, merci aux éditions Parenthèses de nous avoir accueillis pour cet échange. Ben, merci, c'était sympa. Et puis je sais aussi que nous sommes en lien avec vous à travers les livres. Donc ma parole est un complément de ce qui est écrit dans les livres. Voilà.